Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux à cette conférence inaugurale d'un cycle que nous allons consacrer au thème de l'environnement, mais pas que. Ce sont donc Laurent Vincent et Arthur Keller de la Commission thématique nationale environnement de Nouvelle-Donne, auxquels je vais laisser la parole pour dérouler le fil de leur exposé. Mais juste avant de commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez en quelques mots ce qu'est cette commission thématique nationale, comment elle fonctionne, avec quels membres et à partir de quels matériaux. La commission environnement s'est créée début 2014 en Île-de-France, puisque c'est à l'initiative de la région que différentes commissions thématiques se sont mises en place et par des cycles d'entretien avec des personnalités que nous invitions et sur lesquels nous faisions un échange de débat à la fin de son exposé et des fiches thématiques de synthèse sur chacun de ces sujets que nous avons engagé le travail. Et puis est venue les journées d'été de 2014 et la suite, à sa suite la création des commissions thématiques nationales. Et là c'était un peu un autre genre de sport parce qu'il s'agissait de converser non plus en live, mais à travers différents outils numériques. Alors, les mails, bien sûr, mais aussi des plateformes qui nous ont permis de placer des éléments de texte consistants que l'on partageait, que l'on discutait, et au fur et à mesure, sur 6 mois environ, une cinquantaine de personnes contribuaient à ces différents travaux élaborés et ont permis à la fin, à partir de mai et juin 2015, d'avoir un texte consistant qu'on a pu présenter au Conseil programmatique, puis au Conseil citoyen. Merci. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer et on va rentrer dans le vif du sujet. Je me lance. Allez. Donc nos travaux s'appellent, vous avez peut-être pu le voir déjà, 1000 milliards pour le climat, et ça consiste en un certain nombre de propositions voilà, qui nous semblent pertinent d'annoncer un petit peu avant la COP21. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet encore, je pense qu'il est très utile de refaire un petit peu une synthèse du sujet, c'est-à-dire pourquoi c'est si important que ça de parler de climat, et un petit peu l'enjeu climatique, quelle est sa magnitude. Parce que, en fait, on entend beaucoup de choses sur le climat, on nous en parle beaucoup, mais dans les médias grand public, on entend souvent n'importe quoi, ou en tout cas des bruits qui sont un peu dissonants. Donc voilà, concrètement, on va faire la part des choses et essayer de montrer un petit peu que cet enjeu climatique, il est bien réel, il est extrêmement important. Alors, la science est claire, on ne va pas revenir sur ce débat-là. La science est claire sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique, sur ses origines humaines, et sur le fait qu'il y a c'est uniquement par la modification des actions humaines, des activités humaines, qu'on peut éventuellement réussir à changer tout ça. Et elle est également extrêmement claire sur l'imminence de problématiques qui sont globales et sur donc l'urgence de l'action. Je pense qu'on a un retardataire. Oui, on est dans un monde un peu strange, c'est-à-dire on continue à nous parler des 2 degrés comme un objectif qu'il faut respecter. On ne peut pas aller au-delà de 2 degrés Celsius de réchauffement de la température globale depuis la période pré-industrielle. Donc on nous parle de ces 2 degrés. C'est un discours qu'on entend en permanence. Et en parallèle, on a un nombre croissant de scientifiques, un nombre croissant de climatologues qui nous disent que finalement 2 degrés, c'est trop, il ne faudrait pas aller aussi loin, ça serait déjà assez cataclysmique, donc 1,5 degré, il faudrait peut-être même 1 degré. Et puis à côté de ça, on a des travaux du GIEC qui sont un petit peu en retard, parce qu'ils prennent en compte que des travaux des scientifiques qui sont jusqu'en 2011, et on est déjà en bientôt 2016, et or, il s'est passé beaucoup de choses en 4 ans. Et il y a du dégagement de méthane, des dégazages de méthane extrêmement violents au nord et dans l'océan qui font que on se dit finalement 2 degrés, on n'y sera pas. On est plutôt sur une trajectoire de, selon certains, 2,7, selon d'autres 3 et quelques, selon d'autres 4,5, selon d'autres plus de 6 degrés. Alors on nous dit
2 degrés, c'est trop, il faudrait faire 1 degré, 1,5 degré. On nous dit 2 degrés, bon, on ne les tiendra pas, on sera plus sur 4,5. C'est une drôle de dissonance dans le discours. Alors, c'est quoi la magnitude de l'enjeu? Là, je vais vous montrer donc, une petite slide. Voilà, on voit une animation. Cette animation représente l'évolution de la température et de la concentration de l'atmosphère en CO2 sur les 800 000 dernières années. Donc 800 000 ans, ça fait, on voit sur cette courbe des périodes glaciaires. Il y a 6 périodes glaciaires, interglaciaires. Et on voit que les deux courbes se suivent très très près. Donc on a effectivement une corrélation extrêmement bien comprise scientifiquement entre le CO2 dans l'atmosphère et la température. Et on voit que ça se suit. Maintenant, voilà ce qui se passe depuis 100 ans. Vous pouvez voir là, c'est la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, today, bon, aujourd'hui 390, c'est même plus, on a dépassé les 400 parties par million de concentration, et on va tout droit, quoi qu'on fasse, on n'y échappera pas, vers plus de 500, plutôt au minimum 550 parties par million. Donc on voit un petit peu sur cette dernière image de l'animation ce que ça représente comme disruption. Il n'y a jamais eu une concentration atmosphérique en CO2 supérieure à 280 parties par million depuis 800 000 ans, et là on est au double. Enfin, on va vers le double, clairement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la température va suivre? Si ça suit, qu'est-ce que ça représente en termes de degrés de réchauffement? Eh bien, si on va vers les 4,5 degrés que certains scientifiques aujourd'hui mettent en avant, eh bien, on est à peu près sur la même différence de température que ce qu'on voit là, qui est la différence par rapport à il y a 12 000 ans, où il faisait 5 degrés de moins sur Terre, et c'était une période glaciaire. 5 degrés de moins, c'est ça. C'est une Europe, comme vous pouvez le voir, qui est plongée sous 2 à 3 km de glace jusqu'à à peu près la latitude de Paris. Et en dessous, on a de la toundra, et puis la moitié de la France, c'est de la steppe sèche, steppe aride. Donc voilà ce que c'est une différence de 5 degrés. Cette différence de 5 degrés-là, par rapport à aujourd'hui, elle a mis 4000 ans à se faire, plus de 4000 ans. C'est parfaitement documenté dans les carottes glaciaires. Alors que notre changement, s'il se produit de 5 degrés, à peu près, il ne va pas prendre 4000 ans, mais 150 ans. Et donc, on a de vrais gros problèmes, parce que sur 4000 ans, notamment, la flore peut s'adapter et migrer. La flore migre, mais évidemment pas aussi vite que la faune, donc ça prend du temps. Mais en 150 ans, la flore ne peut pas migrer, et un grand nombre d'espèces végétales ne sont plus adaptées au climat. Donc voilà, c'est un des enjeux, la flore, mais c'est un enjeu majeur, et on voit un petit peu la magnitude, comme je disais, du problème, et son imminence, et ce qui est en train de se passer. Donc, il faut remettre ces idées-là en place. L'enjeu est majeur. Alors, dans ce changement, si vous voulez, dans cette contribution au réchauffement planétaire, aujourd'hui, on sait très très bien que l'Europe est en bonne position. Donc, si vous voyez là sur le document, on voit que les premiers contributeurs de loin, aujourd'hui, historiquement, si on cumule tous les dégagements de gaz à effet de serre de l'histoire, ce sont les États-Unis qui sont très loin. Ils sont aujourd'hui rattrapés progressivement par la Chine, parce que la Chine, aujourd'hui, chaque année, est le plus gros émetteur. Donc la Chine remonte son retard, j'ai envie de dire. Le deuxième contributeur, c'est pas la Chine, c'est l'Allemagne, aujourd'hui. Voilà. La France est en 6e position. L'Europe, intégralement, en fait, est juste après les États-Unis, à très peu de choses près, c'est vraiment ça se joue à quelques pourcents. La contribution de l'Europe à ce phénomène de changement climatique est absolument importante, est majeure. Donc, une fois qu'on a pris ça en compte, on comprend également qu'on a une responsabilité morale peut-être que d'agir, nous qui le pouvons plus que certains pays du Sud. Voilà. Et pour terminer, avant de te repasser la parole, Laurent, une slide également sur cette urgence de l'action. Si on veut rester sous ces 2 degrés dont on nous dit que c'est le seuil à ne pas dépasser, si on veut rester là-dessous, on sait déjà combien il faut laisser dans le sol de combustibles fossiles. On a aujourd'hui, vous pouvez le voir là, en bas à droite, on a aujourd'hui brûlé à peu près les 2 tiers, depuis le début de l'ère industrielle, on a brûlé les 2 tiers des combustibles fossiles que l'on a le droit, entre guillemets, de brûler pour rester en deçà de ces 2 degrés d'augmentation de température. Voilà. Et pour terminer, après je te laisse la parole, sur le graphique de gauche, ce que l'on peut voir, c'est en rouge,
enfin en marron là, la somme des émissions de gaz à effet de serre au fil du temps. Donc à gauche, 1890, on voit qu'en 2010, 120 ans plus tard, qui est le trait marron foncé, on voit la grande augmentation qu'il y a eu de dégagement de gaz à effet de serre d'année en année. Bon, on fait une projection sur le futur en disant, voilà, et si on mettait tout en œuvre pour limiter ces dégagements de gaz à effet de serre, si on faisait jouer donc l'efficacité carbone de notre économie, si on mettait en place les énergies renouvelables, alors, d'après certains travaux, eh bien on réussirait à infléchir cette courbe et à faire en sorte qu'on dégage moins de gaz à effet de serre. Mais pour autant, la courbe continuerait à grimper. On en dégagerait moins que si on ne faisait rien, mais elle continue à grimper, on n'arrive pas à la faire décroître. Et pour le coup, il y a la courbe bleue qui est le budget qui nous reste à brûler pour rester en dessous de ces degrés de température. Aujourd'hui, la courbe bleue, là, l'endroit où elle croise le trait marron foncé, on voit qu'il reste 40% environ de notre budget à brûler. Mais si donc on fait tous nos efforts pour limiter les dégagements de gaz à effet de serre, malgré tout ça, le budget disponible va diminuer, et si on prolonge la courbe, on arrive en 2040. C'est-à-dire qu'en 2040, on aura brûlé tout ce que l'on a le droit de brûler. Oui, mais je te remercie Arthur d'expliciter ce graphe qui est quand même un peu désespérant, parce qu'il affiche qu'en 2040 tout s'arrête. Bon, il va falloir trouver d'autres solutions. D'où proviennent ces émissions de gaz à effet de serre? Elles sont pour 70% dues à l'énergie consommée, tant dans les transports, c'est bien connu, le résidentiel et le tertiaire, en chauffage et en activité, l'industrie, et puis une part non négligeable, elle est sur ce graphique indiqué à 18% sur l'agriculture. En réalité, probablement plus, les travaux du GIEC l'indiquent plutôt à 24%, compte tenu des forêts et du domaine agricole connu. Et pour la France, puisqu'il nous faut focaliser sur des propositions sur la France, c'est même probablement une part plus importante que l'agriculture, en ce que l'agriculture est un émetteur important de gaz à effet de serre. Ça nous a conduit à faire des propositions qui seront essentiellement organisées sur des projets concrets, et en particulier, l'accent sera mis sur les bâtiments, le transport et l'agriculture. C'est un de nos points forts. Ok. La slide suivante montre deux courbes qui sont en bleu la croissance annuelle du PIB depuis 1965, donc sur les 50 dernières années en fait, et la croissance de l'énergie primaire consommée. On voit qu'au niveau mondial, ce sont des données mondiales, on voit qu'à l'échelle mondiale, il y a une corrélation, presque une causalité, entre l'énergie qu'on consomme et la quantité de biens et de services qu'on est capable de produire. Alors aujourd'hui, on nous parle d'un découplage. On nous dit que ça va être possible de continuer à croître, de maintenir une croissance. Aujourd'hui, on appelle ça la croissance verte, du moins pour certains. On va avoir une croissance générale globale de l'économie, et pour autant, on va être capable de consommer moins d'énergie, d'émettre moins de gaz à effet de serre, de résoudre la question climatique. Bon, on ne pense pas. On ne pense pas que c'est le cas chez Nouvelle Donne. Les gens que nous avons reçus, les experts que nous avons reçus, qui travaillent sur la question justement du lien entre le PIB d'une part et l'énergie de l'autre, sont extrêmement clairs sur le fait qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre les deux. Et que même si par l'efficacité énergétique, on est capable de faire plus en consommant moins d'énergie, on est aussi capable, à quantité d'énergie donnée, d'émettre un peu moins de gaz à effet de serre. Ça, c'est la question, notamment la transition vers les énergies renouvelables dont on parlera après. On est capable de faire un certain nombre de choses. Et donc, effectivement, on peut légèrement faire en sorte que ces courbes ne se suivent pas tout à fait, qu'elles se détachent l'une de l'autre. Mais faire en sorte qu'il y ait une courbe, celle de la croissance, qui monte, et l'autre, celle de la consommation d'énergie primaire, qui descende, on n'y croit pas. Ça ne s'est jamais vu, absolument jamais vu de l'histoire. Aujourd'hui, on nous présente ça comme quelque chose de facile, presque. Il faut arrêter de rêver. Donc, nous, chez Nouvelle Donne, on ne conditionne pas nos programmes à
par rapport à un niveau de croissance de 2% ou quel que soit le pourcentage, on sait que d'une manière générale, la quantité d'énergie qui va être disponible pour faire fonctionner la société est en tendance baissière. On le sait parce que le pic pétrolier, par exemple, donc aujourd'hui, il y a quand même, indépendamment de l'électricité, il n'y a pas grand-chose qui se fait sans des transports. Or, 98% des transports sur Terre utilisent du pétrole. Et il se trouve que le pic pétrolier a été passé entre 2006 et 2008. Ce sont ça des données tout à fait officielles de l'Agence internationale de l'énergie. Et même aujourd'hui, les grands pétroliers reconnaissent qu'ils ont eu un pic à ce moment-là. Mais il reste d'autres types de pétrole. On nous parle beaucoup des pétroles de schiste, notamment, ou des gaz de schiste. Il y a un certain nombre d'autres sources de pétrole dites non conventionnelles. Si on les somme, eh bien, il reste encore un peu de pétrole. Mais pour combien de temps? Ben, on y est, en fait. On est au pic tout pétrole. Le pic tout pétrole, il est en 2015, 2016, peut-être 2017. Voilà. Il est là. On sait, ce sont là encore des données officielles, qu'on va vers un pic total de l'énergie fossile, de la part fossile des énergies disponibles pour la société. Or, ça va être, quand ça va commencer à décroître, une contrainte à la baisse extrêmement forte. Alors on nous parle de super trouvailles. On nous dit il y a des grands gisements offshore au large du Brésil. On nous parle des gaz de schiste, des pétroles de schiste. On nous parle du pôle Nord. Une énorme ressource pétrolière au pôle Nord. Et quand on va pouvoir exploiter tout ça, le problème du pic pétrolier se sera vite envolé selon certains. C'est complètement faux, parce que là encore, il faut remettre les chiffres à leur place. Les chiffres de la consommation sont extrêmement importants. On consomme beaucoup de pétrole. Et aujourd'hui, même si l'on sommait, c'est-à-dire si l'on additionnait toutes ces réserves de pétrole dont on nous parle, en imaginant qu'elles soient exploitables et exploitées, même si on les sommait, ça ne changerait la donne que d'environ 5 ans. Le pic pétrolier total serait repoussé d'environ 5 ans, et pas plus. Aujourd'hui, je termine là-dessus, ne serait-ce que pour maintenir la quantité d'énergie disponible à la société, juste la maintenir, il faudrait trouver 4 Arabies saoudites, l'équivalent de 4 Arabies saoudites par décennie, pour pouvoir maintenir notre consommation d'énergie fossile. Aujourd'hui, pour chaque baril découvert dans le monde, sous terre, ou au fond des océans, ou dans les gaz de schiste, dans les huiles de schiste, pour chaque baril découvert, on en consomme 4. Voilà quels sont les grands chiffres qui font que, quoi qu'ils se disent dans certains médias, quoi que certains lobbies veuillent nous faire croire, la quantité d'énergie disponible de la société va baisser dans les 10 ans qui viennent, et que, vu ce découplage qui nous semble complètement impossible entre l'énergie et le PIB, la croissance elle-même va être tirée vers le bas dans ce laps de temps. Alors juste, si vous permettez, je vois 2 petites questions du public. On les prend et puis, puis on continue. La première question, là-bas, monsieur. Bonsoir. Donc vous avez parlé du couplage entre les émissions de CO2 et la température. Vous avez parlé aussi du couplage entre le PIB, donc la croissance du PIB, et la consommation d'énergie primaire. Donc ça, c'était assez clair. Par contre, il y a un point que j'ai moins compris, c'est quand vous parlez du budget d'énergie fossile à ne pas toucher. Est-ce que vous pouvez un peu développer ça et mieux expliciter ? Je te laisse répondre. Oui, bon, je vais essayer de faire bref là-dessus, parce qu'effectivement, c'est peut-être un peu austère comme courbe à première vue. Donc on sait aujourd'hui quelle concentration de gaz à effet de serre en équivalent carbone, c'est du carbone, c'est du CO2, c'est du dioxyde de carbone, c'est du méthane, ça peut être d'autres gaz à effet de serre, mais on sait quelle concentration il ne faut pas dépasser pour que le système dans son intégralité, toute l'atmosphère terrestre, mais aussi les océans, qui sont une grosse partie du système climatique, pour que tout ça fasse que la température globale ne s'élève pas au-delà des 2 degrés dont on nous parle. Voilà. Et pour cela, on a droit de brûler un budget d'environ 2900 gigatonnes, donc millions de tonnes de dioxyde de carbone, et en plus de ça, voilà, 800, 790 gigatonnes d'autres gaz à effet de serre. Bon, mais sur cet ensemble de budget, c'est-à-dire c'est le camembert gris, sur cet ensemble de budget, on a déjà consommé la part verte. Et il nous reste à consommer ce qu'on appelle un budget, il nous reste à consommer à droite environ 1000 gigatonnes de dioxyde de carbone, 275 gigatonnes d'autres gaz à effet de serre. C'est ça qu'on appelle un budget. C'est aujourd'hui, il faut impérativement que tout ce qui est au-delà
de ça, c'est-à-dire charbon, gaz naturel, pétrole, tout type de pétrole, huile de schiste, gaz de schiste, etc., que tout ce qui constitue des énergies fossiles, mais qui nous ferait dépasser ces concentrations-là, dans le camembert bleu, voilà, il faut que ça reste dans le sol, impérativement. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Si je peux compléter Je t'en prie. la réponse à cette question, c'est qu'effectivement, ça c'est Arthur nous parle du couplage étroit entre la température et le CO2, et vous dites il y a aussi un couplage étroit entre la consommation d'énergie et la croissance du PIB, du moins la croissance de la consommation d'énergie et la croissance du PIB. L'efficacité énergétique est censée d'étendre ce couplage étroit, mais croire que, comme disait Arthur, l'un croît et l'autre va pouvoir décroître, c'est pourtant ce que nous promet la croissance verte du gouvernement Hollande et de Ségolène Royal. C'est mensonger. Alors la question, c'est de savoir si on peut effectivement, en laissant les fossiles dans le sol, en décarbonant notre système de fonctionnement, notre production générale, notre industrie, notre agriculture, notre façon de mode de vie, en décarbonant fortement, en créant aussi des énergies renouvelables pour remplacer la consommation de carbone, de CO2, notamment, mais aussi du méthane et du dioxyde d'azote, on peut arriver à diminuer sensiblement et fortement les gaz à effet de serre. Même la loi sur la transition énergétique dit que pour une division par 4, et c'est l'objectif de la loi de diminution de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, cela passe par une diminution par 2 de la consommation d'énergie. C'est donc parfaitement, c'est parfaitement identifié dans la loi. C'est dire que cette histoire de croissance verte est un discours certes lénifiant, mais mensonger. Il y avait donc une deuxième question là-bas à droite. Oui, bonsoir. Vous parlez d'un pic pétrolier, Quesaco. C'est un pic de quoi en fait ? Il y a une quantité de pétrole qui est définie dans le sol, qui est une quantité donnée une fois pour toutes. C'est pas comme le vent, l'énergie éolienne, c'est pas comme le solaire, c'est pas comme d'autres types d'énergie comme la biomasse qui peuvent se reconstituer. La rapidité, si vous voulez, les pas de temps pour refaire du pétrole, c'est de l'ordre de 200 à 300 millions d'années. Donc à notre échelle, on peut dire que ça se reconstitue pas du tout. Donc on a un stock donné une bonne fois pour toutes. On puise dans ce stock. Le stock diminue. Et donc il y a un moment où ce stock, donc la consommation, si vous voulez, de pétrole, ou notre capacité à en extraire du sol, augmente, atteint un maximum, et forcément est obligé de décroître, et tend vers zéro ensuite. On n'atteint pas forcément zéro, mais ça tend vers zéro par la suite. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le pic de pétrole. C'est le moment où la courbe d'extraction de pétrole atteint son maximum et oscille un petit peu en général une fois en haut, puis finit par retomber. Voilà. C'est le moment où ça redécroît. Et quand ça redécroît, ça peut y avoir des petits sursauts, mais la tendance est baissière et ne peut pas s'inverser. Donc le pic pétrolier conventionnel, c'est-à-dire le pétrole de base, dont on fait les carburants de base pour nos voitures, que ce soit le diesel, le super, ou pour le kérosène pour les avions, ou tout ce qui est utilisé pour fabriquer les plastiques, qui sont absolument partout, ce pic-là de pétrole conventionnel a été déjà atteint, comme je le disais tout à l'heure, entre 2006 et 2008. Maintenant, comme je le disais aussi, il y a d'autres types de pétrole. Il n'y a pas que il y a les pétroles dits maintenant non conventionnels. Donc c'est les huiles de schiste, les sables bitumineux qui sont essentiellement situés au Canada, et puis quelques autres petites choses. On ne va pas parler maintenant parce que c'est compliqué et c'est très très minoritaire et c'est assez abscon et compliqué. Mais globalement, effectivement, il y a quelques alternatives qui émergent. Il y a aussi les biocarburants. Moi, j'ai oublié une partie des carburants qu'on fait pousser, la canne à sucre par exemple, et dont on tire ensuite de l'éthanol qui peut rentrer dans les voitures. Bon,
Aujourd'hui, les biocarburants, c'est une hérésie totale. C'est plus de 16% des terres cultivées sur Terre pour moins de 1,5% de consommation. Donc sur une terre où il y a des gens qui crèvent de faim, il faut se poser la question de si on veut rouler ou si on veut manger à un moment. Bon, passons. Sur l'ensemble de ces gaz, de ces pétroles non conventionnels, le pic va être atteint aussi. C'est une certitude scientifique. Maintenant, quand il va être atteint, je vais être franc avec vous, on ne le saura qu'a posteriori. Maintenant, les estimations des champs qui ont été trouvés, y compris tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les énormes gisements dont on nous parle et qu'on nous présente comme des solutions, même tout ça pris en compte, eh ben, on estime que le pic tout pétrole sera atteint, si ce n'est pas l'an prochain, ce sera dans 2 ans. Voilà. Bon, Très bien. faut-il compléter en disant quand même que les extractions sont de plus en plus complexes et donc coûteuses en énergie pour dégager de l'énergie. Et ce qu'il suffisait d'un baril pour en sortir 100 au 19e siècle, aujourd'hui, les extractions offshore sont plutôt dans un rapport de 1 à 10 ou 1 à 12, un baril pour 12 extraits, et pour ce qui est des gaz de schiste et en dehors des problèmes environnementaux graves que ça pose, il y a aussi un problème de rentabilité qui aujourd'hui est nettement dans le rouge avec le prix du baril d'aujourd'hui, puisque le rapport d'extraction, c'est il faut un baril pour en sortir 2 ou 3. Oui, dans ces eaux-là, 3. Voilà, ça c'est un premier point. Et puis, il faut dire que le pic pétrolier est une chose, la finitude des ressources en est une autre, et c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder aussi. Très bien. Je crois qu'on peut reprendre votre exposé, si vous voulez bien. Voilà, alors, on vous a brossé un vaste panorama, mais il faut en venir à ce qui nous a occupés pour établir des propositions que nous avons focalisées sur notre pays de France, et que nous articulons au fait que ces 3 critères d'environnement, critères humains, social et d'économie, qui ont guidé notre choix, contiennent une originalité forte dans notre proposition, qui est que de développer des projets concrets portant sur la demande énergétique, c'est-à-dire sur la consommation d'énergie, tant dans l'agriculture que dans les modes de vie, que dans l'industrie, que dans les déplacements, et non pas sur l'offre énergétique, c'est-à-dire comment produire de l'énergie renouvelable, nucléaire, fossile, etc. Cette demande énergétique qui nous paraît, ces projets sur la demande énergétique qui nous paraissent être les seuls réellement capables de produire des effets positifs rapides en matière d'emploi et de changement climatique. La dimension environnementale, par la raréfaction des ressources et la contrainte climatique qu'on vous a exposée, nous conduit aussi à réfléchir sur la protection et la promotion de biens communs d'accès à tous, qui sont pour l'environnement, les fonds marins, l'air, l'eau, qui doivent être protégés et inaliénables aux intérêts privés. En matière sociale, il s'agit quand même de développer des projets sur l'efficacité énergétique et les changements de mode de consommation, capables de générer plusieurs centaines de milliers d'emplois. En matière économique, vous avez compris que nous pensons, comme Gaël Giraud, qu'il faut en finir avec le mythe de la croissance du PIB comme seule réponse politique et économique. Je cite Gaël Giraud qui dit « La hausse du PIB n'est plus le vrai sujet. Si un projet crée des emplois, s'il améliore la balance commerciale et s'il rend les gens heureux, c'est cela qui est important. » Ouais, c'est simple. Mais c'est très subversif pour certaines institutions qui sont fixées sur cette question de croissance du PIB. Oui, tout à fait. Et alors, comme vous pouvez voir aussi sur la slide là, pour nous, il y a ces trois éléments qui sont l'économie, l'humain, le social et puis l'environnemental. Mais ce ne sont pas juste 3 éléments séparés. Souvent, on représente le développement durable, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma, par 3 cercles qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et donc, les 3 sont à peu près au même plan.
Il faudrait idéalement les trois. Pour nous, ce n'est pas juste ça. Pour nous, l'économie est un levier évidemment central dans une transition vers un modèle un peu plus soutenable que celui dans lequel on est aujourd'hui, mais il est central, mais il doit être, comme c'est écrit, au service de la qualité de vie, au service de l'humain. Donc l'économie sert l'humain, conditionné par l'humain. Pour le côté social, là, il y a de véritables urgences, comme on les connaît, on ne va pas rentrer dans le détail. Et l'humain est intégré dans l'environnemental. Donc il y a une hiérarchisation de ces trois choses. On ne les met pas au même plan. On pense qu'il faut hiérarchiser, c'est-à-dire que ce n'est que si l'environnement, le climat notamment, c'est ce dont on parle aujourd'hui essentiellement, ce n'est que ça, si cette partie-là est gérée, si l'environnement est régénéré, si le climat est stable, qu'on peut avoir les bases pour une société stable et pour donc des choses qui socialement, humainement, sont vivables. Et l'économie, donc, ensuite, est encapsulée là-dedans. Donc, voilà, juste un petit crochet sur la hiérarchisation à laquelle nous procédons dans nos réflexions. Et ce qui nous conduit, effectivement, Arthur, à considérer que il s'agit de changer véritablement le modèle économique que nous vivons, parce que l'environnement, la planète est finie, et nous ne pouvons pas nous baser sur une croissance illimitée dans un monde fini. Tout à fait. Et là-dessus, il y a des travaux extrêmement clairs sur lesquels nous nous sommes appuyés notamment, et des travaux sur le fait que la fin de la croissance est inéluctable, mais que ce n'est pas la fin du monde. On nous présente la croissance comme la panacée universelle, ça aussi c'est un dogme qui s'appuie finalement sur pas grand-chose, qui a eu son heure de vérité et de gloire justement dans les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses sont depuis longtemps terminées. La croissance, c'est devenu un talisman auquel on ne croit plus, mais finalement c'est pas très grave. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, ça va poser beaucoup de problèmes, le fait que la croissance diminue. Mais un monde sans croissance, pour autant prospère, est tout à fait possible. Voilà. Et puis, il y a une croissance, il y a des éléments sélectifs qu'il faut considérer. Il faut effectivement fortement décroître sur la consommation d'énergie fossile et croître sur des projets décarbonés. Donc, il ne s'agit pas... est-ce que c'est un jeu à somme nulle écoutez, nous verrons. Mais en tout cas, il ne faut pas penser de sauver le monde avec 2 points de croissance. C'est un leurre. Tout à fait. Il peut y avoir des croissances dans certains secteurs, de toute façon. Il y en aura. Alors, on a des préconisations dans différents secteurs, on va dire, domaines d'activité économique dont tu as parlé tout à l'heure. Le premier, j'en parle, et puis je te laisserai la parole pour la suite, c'est l'agriculture. En matière d'agriculture, aujourd'hui, le modèle agricole est un peu kafkaïen. On sait que si on cultive une exploitation agricole sans labourer, donc on élimine le labour, on introduit la culture d'engrais verts en culture intercalaire, on fait ce qu'on appelle du semis sous couvert végétal, on peut diminuer drastiquement les intrants, on peut quasiment les éliminer complètement. Ça, c'est au début. Mais également les traitements fongicides ensuite entre la récolte et le silo. On diminue, mais de 80%. On optimise l'utilisation de l'eau. Ça, c'est possible. Si on remet des arbres, on va non seulement pouvoir diversifier les cultures, on va pouvoir retenir les sols pour empêcher leur érosion, comme c'est le cas aujourd'hui dramatiquement. On a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui sont parfaitement maîtrisés et connus, mais qui sont tout à fait minoritairement utilisés dans le domaine agricole. On a des outils qui nous permettent d'avoir une agriculture qui serait régénératrice des sols et qui arrêterait de les détruire, régénératrice de la biodiversité également, qui aurait un énorme impact, qui arrêterait d'avoir un impact négatif sur les océans par justement cette érosion des sols qui fait que la terre et tous ses nutriments partent à la baille. On peut avoir des rendements, accrochez-vous bien, supérieurs avec moins de travail. C'est beaucoup plus simple pour les consommateurs comme pour les agriculteurs. Ça redonne du sens au travail à la terre finalement, parce que du coup ça redevient un métier noble, parce qu'aujourd'hui c'est une industrie plus qu'autre chose. On crée des emplois, on peut diviser les émissions de gaz à effet de serre de 40%. Alors si on fait la somme de tout ça, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas déjà une transition de ce modèle agricole vers toutes ces pratiques dont je parle et qui sont aujourd'hui éprouvé, c'est démontré, il y a suffisamment de gens qui l'ont fait pour démontrer que ça fonctionne. Pour autant, on a toute une industrie, des filières, des lobbies
qui nous racontent la même chose et que ça n'intéresse pas de changer de modèle agricole. Alors il faut, pour faire une transition, il faut savoir le faire, et on sait le faire puisque des gens savent le faire. Donc il suffit de répandre, j'ai envie de dire, ces savoirs-là. Il faut vouloir le faire. J'ai envie de dire, il y en a déjà qui veulent, et puis les autres, il suffira qu'ils sachent que c'est possible et qu'on le leur démontre pour que peut-être ils aient envie de le faire. Et après, il y a le pouvoir. Hein. Même si on sait et si on veut, on ne peut pas forcément. Aujourd'hui, le modèle agricole est un peu noyauté, un peu sclérosé du fait que c'est un système où il faut toujours faire évoluer les installations pour rester compétitif. Et donc, on est obligé de faire des investissements sur investissement et de s'endetter. Et quand on est producteur aujourd'hui, on est un peu complètement bloqué, notamment par ces histoires de dette. Et ce dont on avait parlé, et tu avais été le premier d'ailleurs à proposer ça, Laurent, c'est qu'on pouvait imaginer, pour un petit peu inciter à ce changement de modèle agricole, on pouvait imaginer de mettre autour de la table les acteurs économiques pour organiser une annulation ou une reprise ou une diminution de restructuration de la dette. Une restructuration de la dette des agriculteurs qui s'engageraient à changer de modèle agricole. Voilà. Ça, c'est une de nos propositions. Il y en a d'autres qui sont dans le document que vous trouverez en ligne. Il y aura le lien en dessous de la vidéo. Les solutions de financement, si vous permettez, on les abordera dans un deuxième temps. D'abord, nous déroulons les différents secteurs sur l'agriculture, sur le transport, qui représente 32% quand même de la consommation énergétique primaire, le réseau ferroutage, le réseau ferré, les e-highways, c'est alors les équiper des voies rapides ou des autoroutes sur la file de droite pour que les camions équipés de caténaires puissent se raccorder sur des fils électriques comme un tramway, mais tout ça peut se passer à 80 à l'heure, 90, et c'est déjà opérationnel au stade expérimental chez les Allemands. Mais développer aussi des véhicules à très basse consommation qui sont modestement équipés de façon à consommer 2 litres au 100 ou 1 litre au 100 si on accepte des véhicules de petite taille, et sur des modèles économiques qui consisteraient non pas à acheter ou à vendre des véhicules, mais à les laisser à disposition, moyennant un prix au kilomètre et moyennant un service de mise à disposition, de maintenance de ces véhicules auprès des personnes qui ne peuvent pas accéder au transport en commun. Il y a beaucoup de gens dans les zones rurales pour qui c'est rigoureusement impossible de penser les liaisons de domicile-travail et autres à travers le transport en commun. Bien sûr, développer le transport en commun. Et par exemple, cette belle idée que tu développais l'autre jour de tram-train, et qui a existé il y a maintenant au début du siècle dernier, et qui consiste avec une énergie assez limitée, à développer sur un territoire donné, tant à travers la traversée urbaine que jusque dans les campagnes, avec des plus grandes étapes de stations et de gares, des trains qui ont fonctionné très bien. Oui, non. Juste effectivement, ouais. C'était à Limoges et c'était la première moitié du XXe siècle. Il y avait un tram-train qui était, comme tu viens de le dire, un moyen de transport qui, hors de la ville, roule sur des rails de chemin de fer, les rails comme les autres trains, mais qui peut rentrer dans la ville, et là, ça devient un tram. Voilà. Et ça permettait de desservir intégralement, en l'occurrence, la région de Limoges. Et effectivement, avec 345 km de voies à l'époque, et plusieurs dizaines, je ne sais plus combien exactement, de machines qui desservaient très bien toute la région, tout ce réseau fonctionnait avec seulement 1,8 MW, c'est-à-dire moins que ce que c'est produire aujourd'hui une seule éolienne industrielle. Donc, avec une énergie incroyablement faible, aujourd'hui, on serait capable de faire encore beaucoup mieux que ça si on s'en donnait les moyens.
Sur le secteur du bâtiment, bien sûr, c'est un point très important puisque ça représente 43% de la consommation énergétique primaire, et le chauffage et les besoins d'équipement de logement, de bâtiments en général. Sur le logement privé, ça veut dire qu'il faut lancer de l'ordre de 700 000 logements par an, soit 70 millions de mètres carrés par an à un coût variant de façon décroissante entre 450 et 200 euros par mètre carré, selon certaines sources d'Enertech, d'Olivier Sidler, en utilisant aussi des ressources d'énergie solaire, géothermique, etc. Ça demande, et nous proposons un investissement important où l'activité, où le financement public viendrait s'adosser au financement privé et autoriser le financement privé à se lancer sur la rénovation thermique des bâtiments, aussi des bâtiments tertiaires pour une part non négligeable, puisque ça peut représenter 25 millions de mètres carrés par an. C'est ce que nous avons chiffré pour atteindre des objectifs, d'arriver à ce qui est l'objectif d'ailleurs de la loi sur la transition énergétique, que tous les bâtiments existants soient au niveau passif de 50 kW par mètre carré par an. Ça veut dire aussi former 700 000 ouvriers et artisans par an pour ces travaux, pour organiser la filière du bâtiment, les nouveaux métiers, mais aussi l'évolution des métiers traditionnels, pour créer des bilans thermiques, savoir créer des bilans thermiques, savoir isoler à l'intérieur, à l'extérieur, savoir traiter l'étanchéité à l'air. C'est une révolution dans le bâtiment qui a lieu, mais qu'il faut accompagner. Ce sont des gains importants d'économie d'énergie, évidemment. Et ça, ces gains ne sont pas... sont des gains qui viennent en diminution des coûts, bien entendu, puisque la consommation d'énergie serait de l'ordre de passer de 350 puis à 200 jusqu'à 50 kW par mètre carré par an en 2050. C'est une réduction très importante et une création sans doute nette d'emplois si on retient le travail que Philippe Quérillon a pu faire sur le scénario Négawatt, qui est une de nos sources de travail, une création nette d'emplois de 300 000 emplois. Sur l'industrie aussi, il y aurait sans doute beaucoup à faire. Elle représente 23% de la consommation énergétique primaire. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire mettre à disposition des biens en service et pour les voitures, les payer au kilomètre, ou pour des équipements, les mettre à disposition et en assurer la maintenance. C'est une technique qui coupe court à l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que les industriels qui mettent à disposition ce système ont intérêt à faire durer leurs produits et non pas se dépêcher de les rendre obsolètes pour en acheter de nouveaux. Mais c'est aussi bien sûr sur l'économie circulaire qu'il y a beaucoup de travail à faire, et notamment le bâtiment, qui est un lieu de recyclage idéal pour des matières assez low-tech, assez basiques, quoi. Et donc, il serait sans doute très pertinent d'envisager non seulement que le bâtiment qui produit des déchets de déconstruction et de démolition soit des matériaux recyclés, mais que les matériaux même de construction du bâtiment soient issus de déchets et de démolition du bâtiment ou d'autres activités. C'est déjà le cas. Le béton sert pour les travaux d'infrastructures routières, mais c'est vrai aussi de la filière bois. Ça pourrait être très très développé et le bâtiment me semble être capable de contenir plus de la moitié de matériaux issus du recyclage. Alors, je crois une question, si vous permettez, encore du public. Ici. Bonsoir. J'ai noté que vous parlez de hiérarchisation. Et donc, dans votre schéma, l'économie est placée en dernier.
après l'environnement et l'humain. Mais c'est le levier principal de vos propositions, apparemment, si j'ai bien compris, pour jouer sur la demande. Alors, toujours, si j'ai bien compris, la demande énergétique, c'est notre consommation à tous, c'est ça en fait. Alors, aussi, en même temps, vous expliquez dans le même temps que la consommation d'énergie principale, c'est le bâtiment. Si c'est finalement le bâtiment, cela concerne donc beaucoup moins nous, les individus, et nos consommations individuelles, je veux dire au sens consumérisme. C'est bien ça? Je te laisse répondre à la dernière. Oui, mais bien entendu, l'économie est en dessous de l'humain, du social et de l'environnement. Ça se comprend, c'est bien l'économie qui doit être au service de l'humain, et l'humain est compris dans l'environnement. C'est ça que voulait dire notre schéma de tout à l'heure. Parce que, effectivement, l'économie est au service du reste, et également à ceux qui s'intéressent à l'humain sans se préoccuper d'environnement, on aimerait dire que c'est une antinomie totale, puisque l'environnement n'est pas quelque chose simplement qui nous environne. On fait partie de l'environnement. Sans un environnement en bonne santé, on ne peut pas avoir une société en bonne santé. Et même, on ne peut pas avoir une société durable. Parce qu'un environnement en bonne santé, c'est lui qui permet de pouvoir mener un certain nombre d'activités de manière stable, par exemple un climat stable, des activités stables et durables. C'est également la terre et ce qu'elle peut produire en ressources vivrières ou en eau. Enfin bon, ce sont des choses très basiques que je raconte là. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne se préoccupe pas de la durabilité de notre environnement, nos sociétés qui sont construites dessus ne pourront pas être durables. Donc c'est vrai que c'est quand même la préoccupation primaire. Mais j'ai l'impression que la question portait plus sur le fait que votre levier, c'était l'économie, et que du coup, ça nous concernait tous au niveau de la consommation. Et que la consommation au sens consumérisme, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce qu'effectivement, vous dites que jouer sur la demande, ça veut dire c'est nous qui faisons la demande. L'offre, c'est les fournisseurs d'énergie, la demande, c'est nous, mais c'est aussi surtout les bâtis. Donc en quoi ça concerne nous, chaque individu? Est-ce qu'il faut qu'on consomme moins? Ou est-ce que, apparemment, vous dites 43% pour les bâtiments? Du coup, finalement, si 43% c'est les bâtiments qui passent, comme vous dites, de 300 à 50 kWh, finalement, on a moins à se préoccuper, nous, individus, de consommer moins pour jouer sur cette demande. Voilà, c'est ça, je crois, il me semble. Non, mais oui, il y a un problème de mots. Quand on parle de travailler sur la demande énergétique, c'est-à-dire la consommation énergétique. Mais le bâtiment consomme de l'énergie. L'industrie consomme de l'énergie. L'agriculture consomme de l'énergie. C'est ça que nous voulons dire par rapport à l'offre énergétique, de savoir si on est nucléaire, fossile, énergie renouvelable, etc. Alors, il y a ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a effectivement, et nous avons travaillé, nous vous avons présenté à travers les 5 grands secteurs de l'activité, agriculture, déplacement, bâtiment, industrie, services, l'activité de production, mais c'est vrai qu'il y a aussi le registre de la consommation des ménages, sur lequel, sans doute, il y a beaucoup à faire, notamment sur la question de l'alimentation, sur la question de s'intéresser à des produits et de ne pas être soumis, en somme, au diktat de la consommation de masse qui nous a écrasés depuis 50 ans. Je rajoute une chose, il y a une étude de l'ADEME qui est apparue un petit peu plus tôt cette année, qui évalue les émissions de gaz à effet de serre dues aux particuliers à peu près à 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc 50% par les entreprises et 50% par les particuliers. Donc une grosse part vient de nous. Effectivement, il y a un débat entre l'efficacité énergétique, c'est-à-dire, ça c'est du côté de la recherche et des industriels, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous concocter comme nouvelles technologies super performantes et comme innovation pour faire en sorte que à quantité de kilowattheures consommés, on va être plus sobre en gaz à effet de serre. Ça, si on s'arrête là, les gens disent c'est pas notre problème, on s'en remet à nos chers scientifiques et ingénieurs, ils vont nous trouver tout ça. Eh bien écoutez, oui, effectivement, une partie de l'effort vient de là, sauf que nous, on pense que s'arrêter là est voué à l'échec.
et qu'il y a une question qui se pose également au niveau de la sobriété, c'est-à-dire de ce que l'on consomme à titre personnel. Ce n'est pas juste d'avoir moins de gaz à effet de serre par kilowattheure consommé, c'est de consommer moins de kilowatts. Alors c'est valable pour les entreprises, c'est valable pour les particuliers, pour le coup, c'est valable pour l'ensemble des activités. Il faut jouer sur cette idée de baisser la consommation, de ne pas être simplement dans une écologie de l'offre. Il y a beaucoup de gens, quand ils parlent d'écologie, qui considèrent que c'est aux gens qui font l'offre de produits, l'offre d'énergie à faire l'effort, pour que toutes ces énergies dégagent moins de gaz à effet de serre. Non, nous, on est plutôt du côté écologie de la demande. C'est-à-dire c'est à ceux qui consomment de se poser les bonnes questions sur comment ils consomment, ce qu'ils exigent de la part de ceux qui fabriquent, effectivement. Mais bon, il faut se poser des questions à titre individuel et collectif. On continue sur les slides. Ok, bon, mais ça rejoint ce qu'on dit derrière, donc c'est l'efficacité énergétique pour nous est quelque chose d'extrêmement important. Donc il y a la sobriété, il y a l'efficacité. On travaille sur des projets où on essaie de diminuer la demande, comme on disait tout à l'heure, énergétique, et puis la demande, ce que ça va impliquer comme combustible fossile. Maintenant, si on regarde ce qui se passe du côté de l'efficacité énergétique, par où on prend le problème? Alors on peut regarder aujourd'hui concrètement par type d'activité, les propositions qu'on va faire concernent, je vais plutôt le dire comme ça, concernent tous ces différents types d'activités, bâtiments, transport, industrie, services, agriculture, et sur ce document, on voit où on a mis l'accent le plus fort. Le bâtiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, 43% des dégagements de gaz à effet de serre, ou de la consommation d'énergie plutôt, c'est notre poste premier, parce que c'est un poste d'émission de gaz à effet de serre très fort, et la rénovation coûte cher. La rénovation demande beaucoup d'investissements. Voilà. En second, on voit qu'on a mis les transports, et puis qui sont évidemment très importants. Puis ensuite, le reste, vous pouvez lire comme moi le graphe. Alors, aujourd'hui, il y a des choses qui n'apparaissent pas là-dedans également, qui est que dans les propositions que l'on a et les préconisations que l'on formule, il y a une part du budget qui est allouée à des campagnes de sensibilisation vers de nouveaux modes de vie, des campagnes de vie ou de modes de consommation, on va dire, qui sont plus durables, à empreinte écologique un peu plus faible, etc. Mais tout ça, finalement, représente, même si ça représente un certain nombre de millions, ça n'apparaît pas sur un graphe où l'on répartit 1000 milliards. Alors, il y a une question de 1000 milliards. Donc c'est une toute petite part. Il y a un certain nombre d'autres choses qui sont développées dans le document là, qui est en dessous de la vidéo, mais qui n'apparaissent pas sur ce graphe. Bon. Ce qu'on a comme objectif principal, nous, c'est de décarboner le système énergétique. C'est ça qui est le plus important à notre sens. Donc, on nous parle des énergies renouvelables, ENR, et effectivement, nous sommes aujourd'hui tout à fait clairs sur le fait qu'il faut les développer, et les développer massivement. Toutefois, pas n'importe comment. Souvent, on nous dit « oui, on est pro-ENR ». Pour nous, le terme pro-ENR ne veut strictement rien dire. Il y a toute une palette d'énergies renouvelables. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises, il y en a qui sont moins bonnes que certaines. Et puis surtout, ça dépend des endroits. Donc une énergie renouvelable qui va être bonne à un certain endroit, par exemple du solaire, ça va être très très bien là où il y a du soleil. Le solaire là où il n'y en a pas, c'est effectivement moins bon. La biomasse, si on parle de biomasse, la biomasse, c'est pas forcément toujours positif. La biomasse à petite échelle, la méthanisation dans une usine, une exploitation agricole fait sens. La biomasse industrielle, où ce sont des forêts entières qui sont brûlées puis replantées, ça dégage beaucoup plus de dioxyde de carbone aujourd'hui que ça ne permet d'en recapter. Ça ne recapte le dioxyde de carbone dégagé que quand l'arbre a fini de pousser, on est dans 40 à 100 ans. Donc, sur l'ensemble du cycle de vie d'une forêt, effectivement, on fonctionne à budget carbone nul. Donc ça, c'est très bien. Sauf que, dans les faits, aujourd'hui, la biomasse industrielle bois, ce sont des dégagements de dioxyde de carbone. Alors qu'on a besoin d'efforts sur la quantité de dégagement de gaz à effet de serre maintenant. Donc il y a... Je ne veux pas critiquer juste la biomasse. Il faut lire un petit peu l'annexe 3, pour être précis, du document dont on a déjà parlé, pour aller un petit peu plus loin sur les différentes énergies renouvelables. Ce que je veux dire là, c'est qu'il
il y a du bon et du moins bon, et un certain nombre de modalités à prendre en compte pour faire cette transition vers les énergies renouvelables. La transition vers les énergies renouvelables, elle est pourquoi ? Elle est pour que la société puisse continuer à avoir de l'énergie à sa disposition. L'énergie, c'est tout. On ne peut faire aucune activité, on ne peut pas vivre sans énergie. Il en faut. Donc, puisse continuer à avoir sa fourniture d'énergie, alors qu'on arrive à des limites, pics pétroliers, dont on parlait tout à l'heure, à des limites sur la disponibilité de certaines sources d'énergie. C'est pour ça qu'on va vers les énergies renouvelables. Mais sur la question du climat, la question du climat se pose. C'est-à-dire que pour nous, l'important, c'est d'arriver à faire cette transition vers les énergies renouvelables sans qu'elle soit au détriment du climat. Ça, c'est toute une problématique. Donc, le second point de la slide, c'est le nucléaire. Oui, nous sommes anti-nucléaires, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire on est pour une sortie du nucléaire. Mais c'est une sortie que l'on veut graduelle. La sortie du nucléaire, elle doit être planifiée, et elle doit être savamment organisée. Parce que, en Allemagne, par exemple, ils sont en train de faire une transition énergétique vers les énergies renouvelables, tout en ayant éteint leurs centrales nucléaires. C'est une catastrophe pour le climat. C'est littéralement une catastrophe pour le climat, parce que du coup, ils n'ont pas assez d'énergie là maintenant tout de suite, donc ils sont obligés de recourir massivement aux fossiles. Donc c'est du charbon et c'est du gaz naturel. Et c'est une catastrophe au moment où on aurait précisément besoin qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Elles sont drastiquement augmentées. Pour éviter de tomber dans cet écueil, la question n'est pas de construire de nouvelles centrales nucléaires, on n'est pas pour ça. Par contre, d'utiliser le parc existant pour optimiser notre transition vers les renouvelables sans avoir recours aux fossiles. Donc c'est bien ça toute la chose. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à tout faire à la fois. C'est-à-dire sortir du nucléaire, c'est une chose. Il faut aller vers les énergies renouvelables sans brûler pour autant les fossiles. Donc, bon, voilà. Notre idée, elle est développée plus dans les documents, c'est de sortir, vous l'avez compris, des fossiles le plus vite possible, dès que c'est possible. Pour cela, développement massif d'énergie renouvelable, mais, parce que ça ne peut pas se faire comme ça, mais on garde le nucléaire tant qu'il nous est utile, avant d'en sortir, dès que possible. Exactement. Voilà, comme vous faites référence à ce document, je me permets juste de le présenter. Effectivement, Merci. Voilà, c'est le document. Et vous parlez des annexes. Effectivement, il y en a 3. Donc ça, vous pourrez le découvrir. On essaiera de le mettre. Il est en ligne. Il est en ligne, voilà. Ouais. Mais comme ça, au moins, voilà, c'est fait. Merci. Et dans ces annexes, il y a aussi des modélisations économiques de 2 projets. Le projet de la voiture à 2 litres 100 en économie dite de fonctionnalité, c'est-à-dire en système de service, et la rénovation thermique des bâtiments. Bon, il faut vraiment maintenant que nous abordions la question du financement de ces mesures sur ces secteurs d'activité. Je vous propose de vous la présenter d'abord en commençant par les mesures de financement de nos projets concrets que nous vous avons présentés, pour ensuite prendre un peu plus d'altitude et aborder les questions des instruments financiers à déployer à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Nous avions parlé du bâtiment tout à l'heure. Pour le logement, il faut vraiment généraliser, sans condition de ressources, les prêts à taux zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour celui qui construit son bâtiment, ou pour le bailleur, social ou pas social, ou la copropriété qui investit sur la rénovation thermique de ces bâtiments et pour ça une meilleure performance énergétique. Les intérêts sont donc payés par l'État sur 30 ans, par exemple, avec surprêt de la BCE via la banque d'investissement à un taux faible de 1%. Ça fait partie des propositions de Nouvelle Donne depuis longtemps. Ce prêt est donc remboursé sur le temps de retour sur investissement. C'est en ça qu'il a une qualité de retour rapide sur l'économie d'énergie réalisée. Et sans doute, dans certains cas, faire appel à ce qui s'appelle le tiers investisseur, c'est-à-dire que souvent, et on le voit aussi, il faut que le secteur bancaire ait une attitude plus proactive, si on peut dire, sur la question de l'investissement sur ces performances énergétiques.
parce qu'actuellement c'est bloqué. C'est mon métier. Je vois le bâtiment et les professionnels du bâtiment qui sont tous très désireux de pouvoir développer ces activités de performance énergétique, tant l'isolation que les productions de chaleur géothermique, etc., et qui sont bloqués par le fait que les particuliers voilà, sont limités dans leur budget et pas aidés par les banques qui ne savent pas voir, qui ne savent pas considérer le client dans sa capacité à avoir une réduction de ses dépenses. Ils ne regardent que la colonne recettes. Bon, là, il faut vraiment sans doute les pousser un peu avec force et véhémence, je veux dire les banques, pour qu'elles participent à ces investissements. Parce qu'évidemment, là, on est quand même dans le secteur. Il y a un secteur public, il y a un secteur privé. Il y a un secteur public pour ce qui est des bâtiments tertiaires publics. Il y a un secteur privé pour ce qui est des bâtiments tertiaires privés et du logement, évidemment. Il y a pour le secteur public une technique qui pourrait être utilisée, que nous le reprenons au Shift Project, qui a lancé un projet qui s'appelle SFTE, c'est-à-dire Société de financement de la transition énergétique, en proposant que des financements publics, privés ou mixtes soient établis sur la base de contrats de performance énergétique qui permet aux propriétaires publics, collectivités locales ou territoriales, de pouvoir bénéficier d'un service, on est encore dans l'économie de la fonctionnalité, de mise à disposition de systèmes de performance énergétique qu'ils payent par service sur des mensualités. Sur l'industrie, là aussi, il y a sans doute des investissements lourds dans le développement du transport, dans le développement de l'aménagement du territoire. Et sur l'aménagement du territoire, c'est des financements publics et privés. Mais ces financements privés doivent être stimulés par des garanties de l'État qui viendraient soutenir ces investissements et les détourner des investissements carbonés au profit d'investissements sur le développement de filières décarbonées. Mais aussi, il faut jouer de l'écofiscalité. Mais l'écofiscalité, ça signifie à base fiscale constante, évidemment, par une écofiscalité sur ce qui pollue et des incitations réglementaires et normatives pour ce qui est un gain sur la performance énergétique ou sur la réduction des gaz à effet de serre. Sur l'agriculture, il y a vraiment une mutation des exploitations agricoles. Ça ne va pas se faire simplement parce que les agriculteurs en place sont surendettés. Nous pensons effectivement qu'il y aurait à mettre autour de la table les banques auxquelles les agriculteurs empruntent, l'État, pour trouver à restructurer ces dettes. Mais je pense qu'il y aura sans doute une part importante de l'État, justement, donc d'investissements publics, pour soutenir ces mutations des activités agricoles sur des projets d'agroécologie dont a parlé Arthur tout à l'heure, c'est-à-dire sans intrants, en utilisant des engrais de milieu local, du réensemencement progressif des sols. Bon. Et puis, sans doute aussi, une aide financière importante pour l'installation de nouveaux agriculteurs, des formations et le financement de la formation et des recherches en cette matière. Pour prendre un peu d'altitude sur les instruments financiers, tout d'abord, arrêter de subventionner les énergies fossiles. La France subventionne sur fonds publics presque 3 milliards d'euros par an sur les énergies charbon, pétrole et gaz. Et sur le monde, c'est 4 700 milliards d'euros par an, dont à vrai dire la très grande partie, 95%, sont les financements des pays moins avancés pour la consommation de leur population.
Mais c'est un vrai problème, il faut arrêter ça, il faut laisser les pétroles et les fossiles dans le sol. Un instrument financier important est celui qui a fait notre étendard sur 1000 milliards pour le climat, c'est-à-dire que la relance monétaire des banques centrales doivent être intelligemment redirigées sur des projets exclusivement bas carbone et non pas, comme c'est le cas actuellement, d'une BCE qui finance les banques 1200 milliards sur 18 mois depuis quelques mois. Mario Draghi inonde les banques pour les sauver, et de façon indiscriminée, c'est-à-dire sans mettre dans ses propres modèles macroéconomiques les coûts climatiques, les coûts des enjeux climatiques. On appelle ça des externalités négatives. Il faut que les institutions financières, le FMI, les banques centrales, soient conscientes, non seulement conscientes, mais puissent comptablement rendre compte de ces externalités négatives. Il faut donc trouver la voie d'une politique monétaire sélective sur la transition écologique de l'économie. Juste une chose, et c'est vrai, tu mets le doigt sur quelque chose là, qui est extrêmement fondamental, qui est cette espèce de schizophrénie de la société, dans laquelle, d'une part, on nous parle d'une COP 21 avec un grand renfort de communication et d'un péril climatique extrême et du fait qu'il va falloir que l'on prenne des décisions contraignantes, drastiques au niveau mondial. D'autre part, les grandes politiques économiques, avec les grands investissements, en l'occurrence vers les banques, donc pour maintenir à flot ce système qui est un système destructif de beaucoup de choses, et du climat notamment. Donc, d'autre part, les décisions majeures en matière économique utilisent des modèles macroéconomiques, comme tu disais, qui n'intègrent pas, ou pour certains très minoritaires à la marge, la question climatique et les autres questions de ressources de manière Alors générale. que les États l'intègrent. Voilà. C'est étonnant que le FMI aujourd'hui ou les banques centrales ne l'ont pas intégré dans leur modèle économique. C'est vraiment une prise de conscience. C'est plus qu'une prise de conscience, c'est la prise de conscience d'un intérêt économique puissant qui se retourne aujourd'hui. J'en viens aussi parce qu'on ne pourrait pas parler de financement de la transition énergétique parce que c'est probablement par là que ça passe, mais ça ne se passera pas tout seul, nous, la France, dans un coin. Ça se situe au niveau au moins européen, sinon mondial, mais il faut vraiment trouver à quelques-uns des pays le plus d'entre eux possible, et à l'occasion de cette COP 21, et c'est vraiment ce qui déterminera que cette COP 21 est une réussite ou non, c'est de savoir si oui ou non on organise d'une part un signal prix carbone convenable, c'est-à-dire nous proposons, à l'instar d'ailleurs d'un rapport extrêmement pertinent du rapport de Pascal Canfin et Alain Grandjean, qui est paru en juin 2015, et qui propose effectivement un couloir, un corridor qui permet de contenir ce prix carbone pour le faire grimper jusqu'en 2030 à entre 80 et 100 euros la tonne. Il faut comprendre par exemple que la France, par exemple, émet 500 millions de tonnes de carbone, de CO2 par an. À 100 euros la tonne, ça fait rentrer 50 milliards par an. Bon, c'est une bonne partie des 1000 milliards que nous développons sur 15 ans. Et enfin, juste la taxe carbone qui, à neutralité fiscale, compensée par des incitations fiscales sur des projets bas carbone, doit inciter aussi les industriels et tous les investisseurs privés à s'orienter sur les productions bas carbone. C'est déjà d'ailleurs engagé. On voit qu'on est au seuil du fait que le prix, notamment le prix du kilowatt-heure des centrales nucléaires, renchérissent parce qu'on se rend compte qu'il faut multiplier les systèmes de sécurité, qu'il y a le prix du démantèlement, et par ailleurs, le prix
coûtant, hein, des productions d'énergie renouvelable, éolien, panneaux photovoltaïques, commencent à être réellement compétitifs. C'est-à-dire que les investisseurs privés avides maintenant regardent avec beaucoup d'intérêt la production d'ENR. Ok. Voilà ce que je dirais pour l'essentiel sur le sujet des instruments financiers. Alors, je crois qu'il y a 2 questions. On va les prendre, si vous voulez bien. Donc, bonsoir. Vous dites que si c'est les entreprises qui vont payer les taxes carbone, elles vont être encore plus en difficulté après. Donc, ça veut dire plus de licenciements en vue, non? C'est bien l'idée du signal prix. Ce qu'on appelle un signal prix, ce que tu disais, le corridor qui amène le prix du carbone à 80, 100 euros la tonne en 2030. Ce corridor fait que on ne passe pas du jour au lendemain à ce prix-là. Si on passait du jour au lendemain à ce prix-là, évidemment, on obligerait les entreprises on les mettrait à mal, on les mettrait en difficulté, ça leur coûterait extrêmement cher. Par contre, en encadrant une montée progressive de ce prix, on part de l'existant, ça leur coûterait peut-être un petit peu, mais pas tant que ça, et il y aurait surtout une prévisibilité de l'augmentation de ce prix. Et c'est uniquement pour des industriels, en voyant la courbe que va suivre ce prix, qui est une courbe plancher, c'est un minimum, en tout cas, enfin en corridor, en voyant la courbe d'augmentation à venir de ce prix, qu'ils pourront faire les investissements, leur permettant de s'adapter et de faire en sorte que, en 2030, lorsque ça coûtera tant, ils soient compétitifs à ce moment-là, que ça leur coûte pas, Mais aujourd'hui, coûte pas si cher. Aujourd'hui, les grandes entreprises énergétiques sont même demandeuses. On entendait Total, pour ne pas le citer, demandeur que le prix carbone soit plus supérieur. Alors pour une autre raison, en effet, c'est qu'effectivement, ils sont aussi gaziers, ils sont beaucoup gaziers, et le gaz potentiellement consomme moins d'émissions de gaz à effet de serre que le pétrole, et que ça peut les avantager. Mais je vois aussi que ces différentes, et pour parler de l'ensemble des grands acteurs énergéticiens, des grosses entreprises françaises et étrangères, elles sont déjà en recherche de s'orienter sur d'autres modèles de développement que le développement par les énergies fossiles. Donc, il faut accompagner cette évolution vite, mais en l'accompagnant. Alors, il y avait une question au fond, tout là-bas. Oui. Bonsoir, une question du fond de l'Amphi. Dans les financements que vous préconisez, est-ce qu'elles ont ces mesures-là, est-ce qu'elles ont l'assentiment des professionnels de la profession? Je veux dire, au niveau du financement public, quand c'est la France et l'Europe, ça paraît OK, mais est-ce que vous avez des contacts concrets avec des organisations type syndicats, institutions, patronat? Voilà, est-ce que ce que vous dites, c'est faisable demain? Il y a des organisations, déjà sur les territoires, on voit apparaître des initiatives qui visent à développer ces projets bas carbone. Mais je pense que toutes ces choses doivent être orchestrées, d'une part par des systèmes de normes et d'argumentation, mais c'est évident, et c'est ce qui commence déjà à se produire, qu'il faut développer et accompagner, c'est qu'il y a des initiatives locales qu'on voit. Personnellement, j'occupe une place dans l'ouest parisien, et je fais partie de clusters qui regroupent des territoires locaux avec des entreprises énergéticiens, avec des entreprises locales, avec des universités et des écoles d'ingénieurs, et on travaille tous sur un centre de formation, de recherche sur l'efficacité énergétique. Ça existe, et il faut développer ces initiatives ici et là et locales. D'accord, donc pour répondre à la question, ça vous paraît effectivement faisable, concret, très rapidement? Il y a déjà ces laboratoires au niveau régionaux qui se mettent en place, mais vous pensez que ça peut s'élargir rapidement? Il faudrait que chacun en prenne conscience. Certains en ont pris conscience. D'accord.
Alors peut-être qu'on va vous laisser finir votre exposé, Oui, je crois qu'on est bientôt à la fin. Oui, mais je vais clôturer là-dessus. Enfin, après, si tu veux rajouter, je te laisserai. Voilà, le projet qu'on a un petit peu décrit ici et qui est dans le document que tu as montré tout à l'heure, c'est un projet qui est ambitieux. C'est rien de moins qu'un nouveau modèle économique, en réalité, pour l'ensemble de la société. Et ça touche absolument tout. Ça touche les secteurs de l'économie, ça touche la finance, ça touche l'État, ça touche chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est une ambition qui est réaliste, c'est-à-dire qui n'attend pas la croissance comme le messie absolu, une croissance qui baisse en moyenne depuis déjà presque 40 ans. Donc, pour nous, la croissance, même la croissance verte, c'est ça l'utopie. Donc notre projet, il est réaliste, mais il est ambitieux, comme je disais. Et nécessairement, il va impliquer une remise à plat d'un certain nombre de manières de fonctionner, comme je disais tout à l'heure, pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des repères et des valeurs à faire évoluer. Dans la production et dans la consommation, il va falloir, d'une manière générale, consommer moins d'énergie, on l'a dit, dégager moins de gaz à effet de serre, on l'a dit. Pour ça, il y a des choses quand même que chacun peut faire. Alors, on nous parle souvent des petits gestes de la vie quotidienne, hein, couper le robinet, éteindre la lumière, etc. Bon, prendre son vélo, oui, tout ça, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il faut le faire. Et c'est vrai qu'une personne fait ça toute seule, l'impact n'est pas gigantesque, mais très très vite, les sommes peuvent atteindre, on ne se rend pas compte, mais quand on est toute une communauté à le faire, toute une ville, toute une région, idéalement, après, au final, l'impact est absolument énorme. Donc, ça ne peut passer que par une somme d'initiatives individuelles, de toute manière. On a travaillé notamment sur la question de la viande et sur la consommation carnée. Alors, vous avez vu en plus, je ne sais pas si c'est très d'actualité, il vient de paraître là une publication de l'OMS qui pointe un aspect probablement cancérogène de la viande rouge et un aspect très clairement cancérogène de toutes les viandes transformées. Bon, je dirais que ça ne rajoute que de l'eau à notre moulin, qui est de toute façon de dire que d'un point de vue environnemental et d'un point de vue climatique, il va falloir prendre en compte le fait que la consommation de viande rouge essentiellement et de produits laitiers, c'est une catastrophe donc, et sanitaire. Catastrophe, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est pas très bon pour la santé. Et c'est une catastrophe environnementale et climatique, ça, c'est très clair. La viande rouge, d'ailleurs, un petit détail, oui. On entend par viande rouge dans ce rapport toutes les viandes qui ne sont pas de la volaille, donc y compris ce qu'on appelle les viandes blanches. Y compris le veau Voilà, par le exemple. veau, le porc, etc. Voilà, c'est vrai que d'ailleurs, tu mets le doigt sur quelque chose. Souvent, le veau, on dit que c'est de la viande blanche. Or, c'est la pire des viandes en matière d'impact. C'est la plus consommatrice en eau, en énergie voilà. Fossile, enfin, voilà. Donc, et en terre agricole. Et en terre agricole. Donc vraiment, bon, voilà. Donc là-dessus, on a travaillé là-dessus. On ne dit pas aux gens mangez moins de viande. On est plutôt pour inciter par des choses positives, c'est-à-dire pour faire des campagnes de communication et sur d'autres manières, une autre manière de s'alimenter. Parce que Dieu sait qu'il y a moyen quand même de se faire vachement plaisir et d'avoir une alimentation très complète, très saine, sans aucune carence, sans avoir nécessairement recours à de la viande, ou en tout cas peu de viande. Donc on travaille là-dessus, on travaille sur les monnaies locales, ça n'a rien à voir, mais mettre en place des monnaies locales est un instrument extrêmement puissant pour que des économies locales se mettent en place. Donc lorsque tu vas acheter ton steak, plutôt que de l'acheter dans une grande chaîne de supermarchés et ça vient de l'autre bout du monde, ou alors ça vient de France, mais ça a mangé du soja transgénique qui vient d'Argentine, plutôt que de faire ça, tu vas acheter ton steak à un petit producteur local, bio, et le fait de l'acheter fait que lui, il peut vivre. Et donc ça maintient un tissu économique local, ou ça permet de faire repartir un tissu économique local. Ça, c'est extrêmement important et c'est très résilient. Résilient dans le sens robuste. C'est-à-dire que s'il y a des fluctuations de l'économie qui des fois sont liées à ce qui se passe dans le pays, des fois sont liées à des choses qui nous dépassent complètement, qui viennent de l'autre bout de la planète, et on a des marchés financiers qui font n'importe quoi, et une économie qui est oscillante, lorsqu'on a une monnaie locale, on est beaucoup plus stable. On est sur des bases qui sont beaucoup moins touchées par tout ça. Et donc, ça crée du lien également, ça redonne du sens, etc. Bon. On a synthétisé ça par la formule être plutôt qu'avoir, parce qu'effectivement, il ne faut pas tout baser sur le quantitatif, ce qui est le cas aujourd'hui, avec le PIB comme indicateur roi, où on ne compte que ce qui est comptable. Et ben non, il y a beaucoup de choses. En fait, ce qui fait vraiment le sel de la vie et le fait que la vie vaut la peine d'être vécue, finalement, c'est plus la qualité que la quantité. Et on veut également
inciter les gens à prendre conscience de ça et à se décrocher un tout petit peu du consumérisme pur et dur. Et pour là, on a rajouté donc une petite phrase sur les dérives, ce qu'on appelle nous les dérives du capitalisme moderne, et notamment tout ce qui est publicité à fond. On peut se passer de publicité. D'ailleurs, la ville de Grenoble a déjà mis ça en place. Il n'y a pas ou presque plus de publicité dans la ville de Grenoble. C'est donc tout à fait possible. Je ne pense pas que les Grenoblois s'en plaignent particulièrement. Et puis tu as parlé de l'obsolescence programmée tout à l'heure, qui est une catastrophe totale et qui n'est qu'un sous-produit d'un système économique. On peut faire en sorte de la limiter, voire de l'éradiquer, dans le meilleur des cas, par cette économie de la fonctionnalité dont tu as décrit les principes un petit peu tout à l'heure. Enfin, une dernière chose qui nous semble très importante, c'est le rôle de l'État là-dedans. Pour l'État, il s'agit, aux différentes échelles, que ce soit à l'échelle nationale ou que ce soit à des échelons inférieurs, il s'agit de prendre des décisions publiques plus seulement avec en mire le critère économique, le PIB, grosso modo, et ses déclinaisons. Mais plutôt en prenant en compte, alors la partie économique, on ne l'oublie pas, elle est toujours là, mais également il faut intégrer impérativement des questions d'emploi, d'emploi pérenne. Il ne s'agit pas de créer des emplois, il s'agit de créer des emplois durablement. Il faut que les gens puissent se nourrir durablement. Il faut qu'il y ait des ressources durablement. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre durablement. Il faut minimiser de manière générale l'empreinte écologique, que ce soit en eau ou n'importe quoi, durablement, etc. Donc, tout ça pour une meilleure qualité de vie durable. C'est bien ça quand même le rôle d'un État, finalement. C'est pas du tout ce que font les États aujourd'hui. Ou alors peut-être qu'ils ont l'impression qu'ils le font, mais bon, en tout cas, c'est pas ça que ça donne. Et donc, il y a dans toutes les décisions publiques de nouveaux critères à changer. Lorsqu'on parlait du tram-train tout à l'heure, le tram-train de Limoges, il y a eu un appel d'offres public, il y a eu un cahier des charges qui a été mis au point, et derrière, des gens ont répondu à ce cahier des charges. Il s'agit de revenir à un certain bon sens qui était là autrefois. Autrefois, dans les cahiers des charges, la notion d'efficacité énergétique, elle était nécessairement là. On n'appelait peut-être pas ça comme ça à l'époque, mais l'énergie était limitée, il fallait donc que ce soit efficace énergétiquement. La résilience, c'est-à-dire la robustesse vis-à-vis d'un certain nombre d'aléas possibles. À l'époque, il y avait des guerres tous les 30 ans. Donc, il fallait que ça permette, en cas de guerre, ceci, cela, les gens pouvaient se déplacer. Il y avait un certain nombre d'éléments de bon sens qui ne présupposait pas que la vie serait toujours mieux et toujours stable ad vitam aeternam, qui prenait en compte le fait qu'il pouvait y avoir des pénuries, qu'il pouvait y avoir des problèmes, qu'il pouvait y avoir des petites disruptions momentanées du système, et qui prenait ça en compte donc dans les critères des appels d'offres publics. Il s'agit aujourd'hui de remettre dans les appels d'offres publics ce genre de critères-là, et d'autres critères également, notamment le critère climatique, de les intégrer aux appels d'offres publics, comme autrefois. Ça ne veut pas dire un retour en arrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on répondrait à ces appels d'offres-là avec nos technologies actuelles, avec un savoir et une compétence et des techniques qui sont bien avancées. Si on arrive à retrouver ce bon sens, à être un peu plus humble, à se dire que le monde n'est pas... que la croissance n'est pas infinie et que tout n'est pas possible ad vitam aeternam jusqu'à la fin des temps. Voilà. Si on arrive à se dire ça, et si on arrive ensuite à mettre ensemble et à coordonner toutes les innovations, tous les savoirs qu'on a acquis, on a un tiercé gagnant au bout du compte. Voilà. Merci Laurent, mais puisque tu le pointes du doigt, je te laisse le dire toi-même. Non, un des mots d'ordre de notre campagne, c'est un plan Marshall pour le climat, un plan d'urgence, c'est un véritable effort de guerre. Tout le monde sur le pont. Tout le monde sur le pont. Très bien. Merci beaucoup donc pour cette présentation. Merci à vous deux. Merci au public qui était présent ce soir avec nous. Et donc nous aurons le plaisir de nous retrouver bientôt pour la conférence suivante. Aucune information précise à vous fournir pour l'instant sur son contenu, sur la date ou le lieu. Mais comme cette première conférence a su arriver jusqu'à vous, les suivantes vous trouveront également, si vous le voulez bien entendu. Merci beaucoup et donc à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonsoir. Excusez-moi, je voulais juste... J'ai vu que le gars, il avait un document papier imprimé. Je ne sais pas si c'est possible de l'avoir. Je t'en prie. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Super. Avec plaisir. C'est génial. Merci beaucoup en tout cas. Vraiment bravo pour la présentation. C'était vraiment très intéressant.
Merci. Au revoir.